On nous apprend à voir les addictions comme un vice, comme un défaut, comme un mal qu'il faudrait éliminer. Moi, je les vois autrement. Je les vois comme le symptôme d'une détresse émotionnelle. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer comment vous débarrasser d'une addiction, mais de vous inviter à regarder ce qui l'a déclenché. Pour ça, je vais vous partager mon expérience personnelle, ce qui a réveillé mes addictions, et surtout la mécanique qui les a fait fonctionner pendant des années sans que je comprenne pourquoi. Sans vouloir vous dévoiler toute ma vie ni me positionner en victime, il me semble judicieux de vous partager certains événements que j'ai traversés. Des événements qui ont généré des traumatismes. Et ces traumas, à leur tour, ont donné naissance à plusieurs addictions. Si je vous raconte cela, ce n'est pas pour faire un récit personnel. C'est pour que vous puissiez observer la mécanique à l'œuvre. La mienne, et peut-être la vôtre. Parce que nommer une addiction, comprendre pourquoi elle s'est installée et comment elle fonctionne, c'est déjà commencer à reprendre du pouvoir sur elle. Très tôt, la vie m'a confronté à la mort. Pas de loin, pas en théorie. À 10 ans, j'avais déjà perdu 5 personnes que j'aimais profondément. Mes 2 grands-parents paternels, une tante que j'adorais, mon grand-père maternel et mon père. 5 absences, 5 silences, 5 trous dans le cœur d'un enfant. Quand vous avez 10 ans et que vous grandissez dans une famille où la mort est taboue parce qu'elle fait peur, où la sexualité est un sujet qu'on évite soigneusement avec les enfants, et que vous traversez ce genre de bouleversement, ça ne disparaît pas. Ça s'imprime, ça conditionne, ça façonne votre manière d'aimer, de fuir, de vous protéger. Et souvent, sans même que vous en ayez conscience. Très jeune, sans même m'en rendre compte, j'ai trouvé une échappatoire. Pas une solution, une échappatoire. Quelque chose qui ne répondait pas à mes questions, mais qui me permettait de ne plus les entendre. Notamment, pourquoi ? Pourquoi moi je n'ai plus de papa alors que les autres garçons en ont un ? À qui dois-je en vouloir ? C'est à cause de qui tout ça ? La vie ? Dieu ? Le hasard ? Est-ce que c'est ma faute ? C'est parce que la dernière fois que mon papa m'a disputé, j'ai souhaité qu'il meure ? C'est pour ça qu'il est mort ? Est-ce que c'est moi qui ai tué mon papa ? Les écrans et les jeux vidéo ne répondaient à aucune de ces questions. Mais ils avaient un pouvoir immense. Ils m'absorbaient. Ils m'occupaient l'esprit. Ils me donnaient autre chose à ressentir que ce vide, cette culpabilité, cette sensation permanente d'avoir le cœur pris dans un étau. Ils ne guérissaient rien. Ils anesthésiaient. Je continuais d'avancer sur le chemin de ma vie, en passant de plus en plus de temps dans des mondes virtuels. Dans les jeux vidéo, je pouvais être un agent secret infiltré dans une base soviétique prête à détruire le monde. Oui, déjà à cette époque, les Russes faisaient souvent office de grands méchants. Je pouvais être un pilote de course, un aventurier, un guerrier, un combattant. Je pouvais devenir ce que je voulais. Surtout, je pouvais être autre chose qu'un petit garçon solitaire face à son chagrin et à ses incompréhensions. Quelques années passent, et me voilà aux portes de l'adolescence. Là, quelque chose de nouveau se réveille en moi. Des sensations, des envies. Oui, vous voyez très bien de quoi je parle. Vous savez, ces sensations physiques, jusque-là inconnues. Cet intérêt naissant pour la magie de la vie qui a l'air de tant plaire aux adultes. Et avec toutes ces nouveautés, leur nouveau lot de questions sans réponse. Alors naît une nouvelle addiction. Attention, elle ne remplace pas la précédente. Ce serait trop facile. Elle vient s'y ajouter. Les films érotiques d'abord, puis, avec l'arrivée d'Internet, la pornographie et la masturbation. Je fais une petite aparté juste pour répondre aux personnes qui se sentiraient choquées par ce passage de mon histoire. Oui, j'ai connu la vie avant Internet. En plus de pouvoir devenir un héros virtuel, d'échapper à mes questions sur la vie, la mort, le manque affectif et ma responsabilité supposée dans la disparition des êtres qui m'étaient chers, je pouvais désormais satisfaire ma curiosité sexuelle et m'apporter un peu de l'amour qui me manquait.
Attention, quand je dis que j'ai manqué d'amour, je ne dis pas que ma mère ne m'aimait pas ou qu'elle me négligeait. Pas du tout. Mettez-vous à sa place. Du jour au lendemain, elle se retrouve à porter seule la responsabilité de la survie de ses 2 enfants, sans soutien réel, alors qu'elle doit déjà gérer ses propres peurs et interrogations. Ma sœur et moi n'avons jamais manqué de rien. Ma mère n'a jamais baissé les bras. Elle s'est battue chaque jour pour que nous ayons toujours un toit au-dessus de la tête et à manger dans l'assiette. Mais elle ne pouvait pas se cloner. Quand vous devez assumer seul la responsabilité de votre famille, jouer à la fois le rôle de maman et de papa, vous devez faire des choix. Les meilleurs choix possibles selon les options que vous pouvez voir. Ceux qui garantissent la survie de vos enfants. Même si cela signifie travailler beaucoup, se priver de temps avec eux, et parfois se couper d'une part de l'amour que vous leur portez pour enfiler les chaussures du papa, taper du poing sur la table et les recadrer quand il le faut. Et tout ça sans mode d'emploi. Ma mère avait des horaires de travail décalés. C'est ma sœur, de 4 ans mon aînée, qui devait s'occuper de moi après l'école, alors qu'elle était à peine âgée de 14 ans. Mais ma sœur aussi avait son lot de souffrances. Des souffrances qu'elle n'avait pas appris à exprimer, à extérioriser, et qui se transformaient en colère. Une colère qui prenait parfois la forme de paroles ou d'actes rejetants ou humiliants. Des attaques qu'elle m'adressait régulièrement, sans vraiment comprendre pourquoi. À l'époque, j'étais encore trop jeune pour comprendre sa souffrance. Trop jeune pour ne pas prendre ses attaques personnellement. Chaque parole blessante, chaque humiliation. Tout ça creusait encore plus le vide dans mon cœur et accentuait mon besoin de fuite. De chercher ailleurs l'amour que je ne pouvais pas trouver à la maison. Petit à petit, la masturbation a cessé d'être un loisir, une distraction. Elle est devenue un besoin, presque un moyen de survie. La vie poursuivit son cours. Je n'étais pas très doué pour l'école. J'ai souvent répété dans ma vie que l'école n'était pas faite pour moi. Et que moi non plus, je n'étais pas fait pour elle. À 15 ans, à l'approche de l'âge adulte, il fallut prendre une décision. Poursuivre l'école ou partir en apprentissage. Si seulement toutes mes questions avaient des réponses aussi simples. L'apprentissage, bien sûr. En plus de ne plus aller à l'école qu'en alternance le temps de passer mon apprentissage, j'allais pouvoir aider financièrement ma mère, m'acheter des jeux vidéo et sortir avec les copains. C'est dans cette période que ma 3e et plus coriace adversaire est entrée dans ma vie. La cigarette. Ça a commencé doucement. Des collègues qui proposent d'essayer, des amis qui en offrent une de temps en temps. Puis, l'impatience s'installe. Marre d'attendre que quelqu'un nous fournisse. Alors, on commence à taxer. Puis à force d'avoir l'impression d'abuser de la générosité des autres, j'ai décidé de franchir le pas. Et c'est à 17 ans que j'ai acheté mon premier paquet de cigarettes. Encore une fois, cette addiction n'en a remplacé aucune. Elle ne venait pas effacer les précédentes, elle venait s'ajouter. Se greffer aux jeux vidéo, à la pornographie et à la masturbation chronique. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et au moment où je travaille ce texte, je suis en pleine période de sevrage de la cigarette. Et je vous annonce une grande nouvelle. La sensation est revenue. Cette sensation d'avoir le cœur serré comme dans un étau. Oui, elle est revenue. Comme un vieux pote qu'on n'aime pas trop, mais qu'on reconnaît malgré les années d'absence. Et là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La cigarette n'était pas le problème. Elle était l'anesthésiant. Ce que je fuyais est toujours là. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre tout ce que je viens de vous partager. Et ces compréhensions n'auraient jamais été possibles sans certains choix décisifs. Par exemple, apprendre à comprendre mes émotions pour essayer de me sentir mieux au quotidien. Ou encore, cesser de travailler pour me donner le temps de me rencontrer vraiment. Certes, choisir le temps, c'est accepter de sacrifier une partie de son confort matériel. Mais malgré cela, je suis profondément heureux d'avoir fait ce choix. Et si aujourd'hui j'ai décidé de partager mon histoire avec vous, c'est pour vous ouvrir des pistes de réflexion, pour vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, sans que vous ayez à choisir entre vous-même et le confort de votre famille.
Dans mes prochaines vidéos long format, nous creuserons plus en profondeur le sujet des addictions. Je partagerai avec vous une méthode personnelle qui m'aide à les comprendre, en observant leurs conséquences physiques et en utilisant une lecture symbolique inspirée du langage des oiseaux. Une manière différente d'écouter ce que le corps et les mots essaient de nous dire depuis toujours. J'espère que ce moment passé ensemble vous aura apporté quelques réponses, au moins une piste de réflexion. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir la vidéo en laissant un like. Si le corps vous en dit, partagez vos points de vue et vos expériences dans les commentaires. Parce qu'en partageant nos épreuves, nous pouvons les traverser plus facilement et apprendre à nos enfants à éviter les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et merci d'avoir suivi ce voyage avec moi avec un nouvel œil. À bientôt.